Bien, je vous propose de démarrer. Donc, avec cette première présentation par Marielle Brunette du Beta INRAE et de Mark Hannewinkel de l'université Albrecht Ludwigs Universität de Freiburg, ou peut-être que ça a changé depuis Marc, je ne sais plus, mais qui vont donc nous présenter un exposé autour de l'assurance financière et de l'assurance naturelle avec une application à la forêt. Marielle, je crois que c'est toi qui commences. Oui, ouais, c'est ça. Donc bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon? Ça fonctionne? Parfait. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Marielle Brunette du Beta INRAE de Nancy et je vais vous présenter un travail coécrit avec mon collègue Marc Hannewinkel, donc qui est également présent là, et qui porte sur l'assurance financière et l'assurance naturelle, une application à la forêt. Donc en fait, l'idée ici, c'est vraiment de vous faire part de nos premières réflexions sur les liens entre ces deux types d'assurance. Donc on va d'abord définir des concepts, ensuite vous donner quelques exemples et puis voir un peu vers quel type de questions est-ce qu'on s'oriente en adressant ces deux questions-là. Donc, quelques éléments de contexte avant cela. Vous n'êtes pas sans savoir que les risques naturels, évidemment, représentent une menace majeure pour les écosystèmes forestiers. Et principalement en Europe, ce sont les risques incendies et tempêtes qui génèrent le plus de dommages. Alors, j'ai mis ici quelques exemples d'incendies. Donc, on retrouve ici évidemment les incendies de l'été 2003 qui ont détruit de nombreuses forêts au Portugal, en France, mais également dans d'autres pays. Également en Grèce en 2007. Et ce qu'on observe, c'est que les dommages économiques qui sont dus aux incendies dans l'Union européenne sont d'environ 1,8 million d'euros par an. Et également, les tempêtes ont généré des dommages assez considérables ces dernières années. Je cite les deux plus connus qu'on a déjà très largement évoqués au cours de ces journées. Lothar et Martin en 1999, avec des dommages extrêmement importants en France et en Allemagne. Et Klaus en 2009, qui a principalement généré des dégâts dans le sud-ouest de la France. Alors évidemment, il y a d'autres aléas qui causent des dommages aux forêts. On en a, encore une fois, ils ont été largement évoqués dans ces journées. Les attaques de scolytes sur épicéa, la calarose du frêne, les sécheresses estivales récurrentes et encore bien d'autres. Et parallèlement à cela, il y a le 5e rapport du GIEC qui nous dit que ces événements naturels vont augmenter en intensité et en sévérité en raison du changement climatique notamment. Et donc, dans ce contexte-là, finalement, la question de la couverture des risques naturels en forêt devient un élément central. On se rend compte également que de plus en plus dans des rapports internationaux, que ce soit de l'OCDE, mais on retrouve également ces éléments-là dans la Convention cadre ou dans un des articles du protocole de Kyoto, l'assurance est de plus en plus mise en avant comme un moyen de financer la résilience et l'adaptation au changement climatique. Et donc, l'idée, c'est vraiment ici de réfléchir à ce rôle que pourrait avoir l'assurance pour faire face, enfin, pour permettre aux forêts de s'adapter face au changement climatique. Et quand on se focalise un peu plus sur le secteur forestier, on se rend compte que finalement, l'assurance, elle peut être de deux types. On peut avoir d'un côté une assurance financière et de l'autre côté une assurance naturelle. Donc, je m'explique un petit peu. Un propriétaire forestier peut très bien souscrire un contrat d'assurance auprès d'un assureur pour se couvrir contre les risques naturels. D'accord. Donc ça, c'est l'assurance financière. Et en même temps, sa forêt fournit également un certain nombre de biens et services, donc par exemple des services de protection, contre les risques naturels à la société ou à des populations qui sont exposées. Donc ça, c'est plutôt la partie assurance naturelle. On voit bien que dans les deux cas, finalement, l'objectif de l'assurance va être identique. On cherche bien à se protéger contre les conséquences de risques naturels. Mais en revanche, le rôle qui est joué par la forêt dans les deux cas est bien différent. La forêt va constituer l'assuré dans le cadre d'une assurance financière, alors qu'elle va représenter l'assureur dans le cadre d'une assurance naturelle. Et donc, c'est de là qu'est partie un peu notre réflexion avec Marc, de se dire que finalement, ces deux rôles, la plupart du temps, vont être joués simultanément. Et donc, il y a des arbitrages qui parfois vont probablement être nécessaires. Et donc, il convient de réfléchir au lien entre ces deux formes d'assurance. Et c'est principalement l'objet de ce travail. Donc, avant de donner un peu des exemples, et je vais définir les concepts. Qu'est-ce que c'est que l'assurance financière et qu'est-ce qu'on entend par assurance naturelle? Donc, l'assurance financière, dans un premier temps, c'est assez simple finalement. C'est un contrat d'assurance qui permet de transférer du risque du propriétaire forestier vers l'assureur en échange du paiement d'une prime d'assurance. Donc, c'est vraiment un contrat d'assurance tout à fait classique. Les principaux risques que l'on retrouve couverts en France notamment, c'est les risques tempêtes et incendies, mais c'est vrai également dans pas mal de pays européens.
Et ce qui est couvert également principalement, c'est la perte de production de bois et dans certains cas également le reboisement. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une grande disparité dans les pratiques en matière d'assurance forestière dans le monde et en Europe. Et notamment, Zhang et Stenger, en 2014, ont montré qu'il y avait un certain nombre de pays dans le monde où l'assurance fonctionnait plutôt bien, avec des exemples comme la Nouvelle-Zélande, la Chine, le Chili, où on retrouve plus de 50% de la surface forestière qui est assurée, avec d'autres pays où l'assurance semble moins se développer. Alors, ils évoquent l'Afrique du Sud, le Japon ou les États-Unis, par exemple. En Europe, on retrouve également une telle disparité avec les pays nordiques où l'assurance semble s'être vraiment bien développée. Par exemple, en Suède, il y a 95% de la superficie forestière privée qui est assurée. On retrouve 40% en Finlande, 35% en Norvège, 50% au Danemark. Donc, dans ces pays-là, l'assurance semble plutôt bien fonctionner. Et il y a d'autres pays pour lesquels le taux de pénétration de l'assurance est beaucoup plus faible. Et on retrouve la France dans ces pays où on a à peu près 4% de la forêt privée qui est assurée en France. Mais on n'est pas les seuls. Il y a d'autres pays où la situation est similaire. Je pense à l'Espagne, l'Allemagne, mais il y en a d'autres également, la Slovaquie, le Portugal, etc. Alors, les raisons de ces différences, ce n'est pas vraiment l'objet de ce travail-là, mais on l'évoque un peu quand même en disant qu'il y a pas mal de littérature qui s'est intéressée à l'existence de compensations publiques post-catastrophe. Ça a été évoqué hier par Philippe Defi, qui me semble qu'il a parlé des plans Chablis. C'est exactement ça. En fait, on se rend compte que ce type de plan a plutôt tendance à décourager les propriétaires forestiers à adopter des contrats d'assurance. De même que les différences dans les contrats. Évidemment, entre pays, il y a des différences. Par exemple, en Finlande, il est possible d'assurer les attaques d'insectes, ce qui ne se fait pas dans les autres pays. Pareil pour la Nouvelle-Zélande, où il est possible d'assurer la perte en carbone, ce qui ne se fait pas dans d'autres pays. Donc voilà. Donc il y a un certain nombre de raisons qu'on retrouve qui pourraient expliquer ces disparités-là. En matière d'assurance naturelle, alors qu'est-ce qu'on entend par assurance naturelle? Donc, on sait bien que les écosystèmes forestiers produisent un certain nombre de biens et services qui contribuent à la résilience et la stabilité de l'écosystème. En ce sens, on dit qu'ils fournissent une valeur d'assurance. Et plus la capacité des forêts à réguler et à résister à ces perturbations externes va être grande, et plus la valeur d'assurance associée à la forêt va être importante. De façon un peu plus conceptuelle, la valeur d'assurance a été définie par Baumgartner et Strauss en 2014. Et ils disent que cette valeur d'assurance est donnée par la variation de la prime de risque qui est due à une modification du niveau de résilience. Donc, par exemple, si l'écosystème se détériore, c'est-à-dire que si la résilience plutôt d'un écosystème se détériore, donc par exemple s'il passe, je sais pas, d'un niveau élevé de fourniture de biens et services à un niveau faible de fourniture de biens et services, alors la prime de risque d'un individu qui a de l'aversion au risque va augmenter. Ça veut dire que cette prime de risque représente en fait la somme maximale qu'il est prêt à payer pour éviter cette détérioration. Donc, en fait, cette variation de la prime de risque va réellement représenter la valeur d'assurance qui est associée à l'écosystème en question. Alors, dès lors qu'on parle d'assurance naturelle, on ne parle pas forcément de la même chose en fonction de l'acteur auquel on s'intéresse. Donc ici, évidemment, il y a différents acteurs qui peuvent être représentés. Par exemple, pour le gestionnaire de l'écosystème, l'assurance naturelle, ça va être en fait une production de bois stable, des revenus issus du bois qui vont être moins volatiles. Donc ça va être ce que représente l'assurance naturelle pour lui. Alors que pour la société ou la population de manière générale, l'assurance naturelle va être par exemple la protection apportée par l'écosystème forestier contre les risques naturels. L'exemple que je vais utiliser ici le plus couramment, c'est vraiment le rôle de protection apporté par les forêts de montagne sur les populations qui sont en contrebas pour les protéger des risques avalanches, des risques chutes de pierres notamment. Donc voilà un peu ce que c'est que cette assurance naturelle et cette valeur d'assurance. Et jusqu'à maintenant, ce rôle-là était assez peu considéré. Alors pourquoi? Vous allez me dire, parce qu'en fait, la valeur d'assurance constituait simplement un co-bénéfice de la production de bois. Et donc, cette valeur d'assurance, finalement, elle a une dimension de bien public qui fait que, finalement, aucun gestionnaire forestier n'a d'incitation à la fournir. Et donc, c'est en partie pour cette raison-là que jusqu'à maintenant, elle a été assez peu considérée. Mais de plus en plus, ce rôle d'assurance est reconnu. Et la notion a été reprise assez récemment par la Commission européenne, qui souligne justement la nécessité d'évaluer la valeur d'assurance de la nature et de l'intégrer
dans le programme de gestion des risques catastrophes. Donc, après avoir présenté ce que c'était que l'assurance naturelle et l'assurance financière, on peut s'interroger un peu sur les ressemblances, les différences qu'il y a entre ces deux types d'assurance. Tout d'abord, l'assurance naturelle va réduire les risques encourus par l'homme, mais elle ne va pas compenser les pertes une fois que l'événement sera réalisé. D'accord? Donc, on parle ici d'un mécanisme de couverture, mais qui va être ex-ante, qui va se décider avant la survenance de l'événement. Donc, par exemple, on peut gérer une forêt de manière à résister à des perturbations. Okay. Cette gestion va réduire ma probabilité de subir de la perturbation. Mais si malgré tout cette perturbation se produit quand même, ma gestion va atténuer les dommages, mais à aucun moment je ne serai compensée financièrement des pertes que je subirai. D'accord? Et donc, on se rend compte ici qu'en cherchant finalement à adopter un certain type de gestion qui permettrait d'augmenter la résilience du peuplement, le gestionnaire ou le propriétaire va augmenter la valeur d'assurance et en même temps va réduire son besoin en assurance financière. Donc, on se rend compte qu'ici, il y aurait une forme de substitution finalement entre les deux types d'assurance. Pour la partie assurance financière, pour le coup, l'assurance financière n'a aucun impact direct sur le risque encouru. D'accord? Mais elle va promettre pour le coup une couverture, alors au moins partielle, ça dépend des contrats, des dommages en cas d'événement. D'accord? Donc, en fait, la souscription d'un contrat d'assurance assure le versement d'une indemnité en cas de survenance du sinistre. Mais le fait de souscrire un contrat n'a évidemment aucun impact sur les caractéristiques du risque. Ce n'est pas parce que je prends un contrat d'assurance que je vais réduire ma probabilité de subir une tempête ou un incendie. D'accord ? Donc, il y a bien des différences entre ces deux types d'assurance, avec l'assurance naturelle qui est plutôt un mécanisme ex ante et l'assurance financière qui est plutôt un mécanisme de couverture ex post. Alors, on s'est un peu interrogé avec Marc sur finalement qu'est-ce qui pourrait expliquer un peu ces différences-là. Et on s'est rendu compte qu'une des raisons, enfin, une explication en tout cas qui nous vient à l'esprit, c'est que les deux types d'assurance ne jouent pas sur les mêmes composantes de l'élément risque. Je vous ai remis en bas le petit graphique là, que vous connaissez tous du GIEC qui montre que un risque, finalement, c'est une combinaison entre un aléa, un enjeu, enfin des enjeux, une exposition et de la vulnérabilité. Et on s'est dit finalement, en réfléchissant un peu, que l'assurance naturelle, elle, va jouer principalement sur l'aléa en modifiant ses caractéristiques, donc probabilité d'occurrence et ampleur du dommage, alors que finalement, l'assurance financière, elle va agir principalement sur les enjeux en permettant la couverture des dommages et éventuellement en facilitant le reboisement pour retrouver un certain niveau de résilience de l'écosystème. J'en viens maintenant à citer quelques exemples d'assurance, donc des deux types. D'abord, de l'assurance financière. Ici, je mets deux exemples issus des travaux de Marc et moi-même. Le premier, c'est un exemple en Allemagne qui est issu d'un article de Hollechy et Hanewinkel de 2006. Dans ce travail-là, l'objectif, c'était de proposer un modèle d'assurance actuarielle forestière, donc le premier en l'occurrence. Et donc, les auteurs ont défini un certain nombre de concepts dans ce travail-là, avec la prime d'assurance nette qui représente le risque que le propriétaire forestier a de subir un événement dommageable. Également, le concept de prime de risque a été réutilisé ici. C'est le risque finalement que subit l'assureur. Et donc, l'étude de cas a été proposée en Allemagne. C'était une entreprise forestière du sud-ouest de l'Allemagne, une zone dominée par des peuplements de conifères. Le premier défi a évidemment été de réussir à estimer les probabilités de destruction. Donc, ça a été fait via des cartes forestières qui ont été numérisées. Et toutes les valeurs d'assurance, valeurs financières, valeurs économiques, ont été calculées sur la base d'un projet de gestion d'un peuplement moyen représentatif de la zone qui a été généré par simulation. Les résultats qui sont proposés par ce travail, ce sont des primes d'assurance brute, des valeurs pour les primes d'assurance brute. Et les estimations vont, je le mets ici, mais de 0,77 € à l'hectare à plus de 4 000 € à l'hectare. Alors évidemment, ce qui fait que ces primes varient beaucoup, c'est surtout l'âge du peuplement et la surface assurée en hectares. Donc, je reviens dessus après. Je donne d'abord le deuxième exemple. Donc, le deuxième exemple est en Slovaquie. C'est une extension du premier travail dans laquelle, en fait, on a voulu considérer plusieurs types de risques. Donc, ici, tempête, incendie, attaque d'insectes.
L'idée, c'est un peu la même. On détermine des primes d'assurance dans différents scénarios et donc qui vont varier en fonction du lien que l'on va mettre entre les aléas. Ici, l'étude de cas se situe en Slovaquie, donc dans la région du Slovak Paradise, et c'est un peuplement de sapins. De la même manière, le résultat, c'est des primes d'assurance brute, donc ici qui sont un peu plus élevées, qui vont d'environ 5 euros à l'hectare à plus de 6 000 euros à l'hectare. Toujours, elles varient en fonction de l'âge et de la surface. Ce qu'il y a à retenir de ces exemples-là, c'est pas tant les chiffres parce qu'ils sont difficilement comparables. Les contrats d'assurance, on a du mal à comparer entre eux. Mais ce qui est important, c'est surtout le fait que plus la surface va être assurée, plus les primes d'assurance vont être faibles. C'est pourquoi j'évoque en dessous en rouge un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, une des raisons principales évoquées par les propriétaires forestiers pour le fait qu'ils ne s'assurent pas, c'est le montant élevé des primes d'assurance. Or, les primes d'assurance resteront élevées tant que les propriétaires forestiers ne s'assureront pas. Donc, on est vraiment dans un cercle vicieux où finalement, tant que les surfaces assurées ne seront pas importantes, on n'arrivera pas à proposer des primes d'assurance abordables aux propriétaires forestiers. Donc l'exemple suivant, c'est un exemple d'assurance naturelle qui provient d'un travail récent de Ankoviak et co-auteurs de 2020. Dans ce travail-là, les auteurs en fait proposent d'analyser la valeur d'assurance via une étude de cas en forêt de montagne dans l'est de la Suisse. Et ils proposent notamment cette figure que l'on reprend ici, avec au centre le propriétaire forestier et à côté le propriétaire alors immobilier. Donc c'est enfin, c'est les habitants d'un village, on va dire. Il montre qu'évidemment, entre les deux, il y a des services écosystémiques qui sont fournis. Donc, le propriétaire forestier fournit un certain nombre de services aux propriétaires immobiliers. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'évidemment, les aléas naturels qui arrivent de chaque côté menacent à la fois l'homme et représentent également des perturbations pour la forêt. Et donc, ici, l'exemple le service dont le service qu'ils illustrent ici, pardon, c'est un service de protection dans les zones de montagne que j'évoquais précédemment. Donc, les forêts, finalement, de montagne vont protéger les populations en contrebas des avalanches, des chutes de pierres notamment. Et donc, ce que décrit également ce travail, c'est qu'en fait, il y a une gestion spécifique qui a été incitée par le gouvernement suisse ici via des subventions. Donc, en fait, les propriétaires forestiers sont subventionnés de façon à fournir un niveau souhaitable de protection, donc une certaine valeur d'assurance aux populations qui sont en contrebas. Donc voilà, donc les concepts sont définis, des exemples, je vous ai donné un certain nombre d'exemples pour chacun des deux types d'assurance et on en arrive à la dernière partie de l'exposé sur la discussion. Alors, ce dont on s'est rendu compte avec Marc, c'est qu'en fait, la littérature en économie de la forêt abordait bien les deux types d'assurance. Alors, l'assurance naturelle, c'est quelque chose de plus récent, donc on trouvera un peu moins de travaux que l'assurance financière, mais les deux types d'assurance sont abordés. Par contre, il n'y a pas, à aucun moment, on s'intéresse à l'éventuelle interaction ou au lien qu'il pourrait y avoir entre les deux. Donc, elles sont toujours traitées de manière indépendante. Et donc, il nous a semblé ici intéressant de discuter des thématiques de recherche qui sont émergentes et qui pourraient conduire à se focaliser justement sur le lien, sur l'interaction entre ces deux types d'assurance, assurance naturelle et financière. Donc la première thématique qui nous a semblé intéressante, c'est celle des risques multiples. À l'heure actuelle, on en parle énormément. Le fait que finalement, l'occurrence des événements n'est pas indépendante, que les événements ne sont pas indépendants les uns des autres. Typiquement, si un peuplement a subi une tempête, sa probabilité de subir une attaque d'insectes derrière est plus grande. Donc il y a bien interaction entre ces événements-là. Et donc cette thématique des risques multiples, elle va soulever un certain nombre d'interrogations pour les deux types d'assurance. Pour l'assurance financière, elle va poser un vrai problème en termes d'assurabilité. Un des critères d'assurabilité des risques, c'est l'indépendance des risques. Or, ici, ils ne seront clairement plus indépendants puisqu'ils vont être en cascade ou en interaction. Et donc, pour un assureur, ça devient extrêmement complexe d'assurer des risques qui sont corrélés spatialement et temporellement par un seul contrat. Donc, on voit ici que c'est vraiment tout le système d'assurance, voire tous les contrats d'assurance auxquels il va falloir réfléchir si on veut entrer dans cette thématique des risques multiples. Pour l'assurance naturelle, la question va être un peu différente. Elle va surtout se poser sur le calcul de la valeur d'assurance. Dès lors que l'écosystème va protéger contre plusieurs risques à la fois et des populations différentes, la question va se poser du calcul de la valeur d'assurance finalement.
Donc voilà pour cette première thématique où finalement cette question du lien entre les deux types d'assurance va forcément se poser. La deuxième thématique qui nous a semblé intéressante, c'est les paiements pour services environnementaux. En fait, l'idée, c'est que cette idée nous provient surtout de l'exemple que j'ai cité juste avant, là, le schéma que j'ai réutilisé. C'est l'idée qu'en fait, les populations qui sont en contrebas, rappelez-vous, pourraient très bien verser des paiements pour services environnementaux aux propriétaires forestiers qui gèrent les peuplements qui sont en montagne et qui les protègent contre les chutes de pierres et les avalanches. Donc, on pourrait envisager ces PSE. Selon donc Paavola et Primaire, ici en 2019, ce type de PSE pourrait tout à fait servir à gérer la fourniture de la valeur d'assurance, seulement si en fait les coûts de transaction sont bas et lorsque les compromis entre fourniture du bien public, c'est-à-dire la valeur d'assurance, et celle du bien privé, la production de bois, sont peu nombreux. Mais surtout, ce qu'il dit, c'est que dès lors que ces deux conditions-là ne seront pas respectées, alors on va avoir besoin d'une réglementation ou d'une disposition publique qui va être nécessaire. Et c'est exactement ce qu'a illustré Andkowiak et ses co-auteurs en 2020 en expliquant que finalement, ce qu'a fait la Suisse, enfin le gouvernement suisse, c'est de subventionner les propriétaires forestiers de façon à atteindre un niveau satisfaisant de fourniture de services de protection. Et ce sera la dernière, je finis avec celle-ci. Donc le dernier point qui nous semblait intéressant à discuter, c'est les freins à l'assurance. Donc je l'ai évoqué, la superficie forestière assurée est faible en France, mais dans pas mal de pays d'Europe centrale notamment, malgré, on le sait, un impact toujours croissant des perturbations. Et donc, on a cherché un peu à se dire d'où est-ce que ça vient. Donc, on identifie des problèmes du côté de l'offre. L'offre des compagnies d'assurance actuellement est assez faible. En France, par exemple, c'est 3 assureurs qui proposent des contrats d'assurance forestière. Et cette offre, elle est en particulier faible du fait du manque d'informations de base. C'est-à-dire que les paramètres de base pour concevoir un contrat d'assurance, c'est probabilité d'occurrence d'un événement et dommages potentiels. Or, jusqu'à maintenant, les assureurs utilisaient beaucoup les données historiques pour obtenir ces informations, mais on se rend compte que dans un contexte changeant, comme celui du changement climatique, il devient difficile de projeter ces séries historiques dans le futur. Et donc, ces paramètres-là, que sont la probabilité et la fréquence et la sévérité, pardon, deviennent très incertaines et évidemment, ça pose des problèmes aux assureurs pour réussir à calibrer des contrats d'assurance. Il y a aussi toujours un problème de ce qu'on appelle de sélection adverse, donc c'est ce qu'on appelle de l'asymétrie d'information en économie. C'est le fait que parmi les propriétaires forestiers, il y en a beaucoup qui mettent en œuvre des mesures de réduction des risques, de la prévention, de l'adaptation, etc. Et ces propriétaires-là payent la même prime d'assurance que ceux qui ne mettent pas en œuvre de prévention ou d'adaptation. Donc en fait, il y a quelque chose à réfléchir de ce côté-là, à voir le lien qu'il pourrait y avoir. En théorie, si ces propriétaires mettent en œuvre de la prévention ou de l'adaptation, ils prennent moins de risques, donc ils devraient payer une prime d'assurance, moins élevée. Du côté de la demande aussi, on se rend compte qu'il y a une demande qui est très faible. On l'a vu, c'est à peu près 4% de la surface privée française qui est assurée. Et principalement, la raison évoquée par les propriétaires, c'est la faible rentabilité globale de la gestion forestière. Et donc, une solution que j'ai évoquée précédemment en citant les exemples d'assurance financière, c'est d'intégrer une grande superficie forestière dans un pool d'assurance. Et une des conclusions à laquelle on aboutit dans les travaux que j'ai cités tout à l'heure, c'est de dire que finalement, l'assurance forestière ne devrait probablement pas être pensée à l'échelle nationale, mais probablement à une échelle plus grande, pourquoi pas celle de l'Europe. Donc, il y a bien un échec du marché de l'assurance forestière, en tout cas en France, mais comme je l'ai dit, dans d'autres pays d'Europe également. Et donc, ça amène à des réflexions sur des nouveaux mécanismes, des nouveaux systèmes d'assurance. Et au sein de cette réflexion-là, bien sûr, on s'interroge sur la place de l'assurance naturelle. Et donc, c'est un peu dans le cadre de ces réflexions-là qu'on a constitué cette présentation pour aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est que vraiment les propriétaires qui ont une forêt qui est plus résiliente, qui offre une valeur d'assurance plus grande, devraient en théorie payer une prime d'assurance qui soit moins élevée que les autres. Mais j'ai terminé. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et si des personnes sont intéressées, cet article est disponible en working paper du bêta. Merci. Merci beaucoup, Marielle, pour cette présentation très éclairante sur les problématiques de l'assurance. Tu n'apportes pas de solution toute faite à la question de la divergence entre les pays scandinaves et les pays du sud de l'Europe, mais c'est une mise en perspective vraiment intéressante. Il y a beaucoup de questions et je vais avoir beaucoup de mal à sélectionner dans les questions, mais je pense que tu pourras répondre de manière différée. Une des questions, c'est
autour, il y a eu une série de questions autour du fait qu'avec les changements climatiques, les aléas risquent d'augmenter fortement. Et est-ce que ça ne va pas complètement bloquer toute volonté de développer une vraie procédure d'assurance, en tout cas dans le sens de l'assurance financière? Et puis en même temps aussi, tout de suite, je pose la deuxième Ouais. question qui a été posée, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un lien aussi fort entre surface totale assurée et coût de l'assurance à l'hectare? Oui. Alors, sur la première, effectivement, hein, c'est ce que j'évoquais dans un des derniers slides. Les paramètres de base, c'est probabilité d'occurrence du dommage et le montant du dommage potentiel. Ça, c'est les deux paramètres de base pour calculer une prime d'assurance. Et donc, évidemment, dès lors que ces paramètres-là deviennent incertains, ce qui risque de se produire, soit c'est effectivement que ça devient tellement risqué que les assureurs ne vont plus du tout se positionner sur le marché, soit ils vont ne pas vouloir prendre de risques et donc considérer des paramètres qui seraient par exemple plus élevés de façon à se prémunir un peu. Mais ce qui fait que les primes seront du coup aussi beaucoup plus élevées. Donc je crois qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle vis-à-vis de cela. Et je ne sais pas trop comment ils vont réagir. Pour l'instant, les trois assureurs sont toujours là. Donc probablement qu'ils ont trouvé des solutions, mais en tout cas, ils communiquent assez peu là-dessus. Et sur la deuxième, sur la surface, c'est une logique. En fait, plus la surface assurée est grande et plus le risque est dilué. Donc, la probabilité qu'il y ait une tempête dans le sud-ouest de la France et dans le nord de la Finlande, elle n'est pas du tout la même. Donc, en fait, le risque se dilue avec la surface. Donc, plus la surface est grande, plus le risque de subir un événement à un endroit donné, plus le risque que l'assureur subisse un événement est faible. Et donc, en fait, ça agit directement sur la prime d'assurance payée. Et si je peux répondre là Oui. aussi, il y a aussi un deuxième mécanisme, c'est le principe de solidarité. Alors, Oui. plus qu'on collecte des primes par les propriétaires, plus on a pour à la fin payer à ceux qui ont des dégâts. Alors, il y a toujours des gens qui n'ont pas de dégâts, qui payent quand même, et puis les autres qui auront la chance de recevoir quelque chose. C'est le deuxième principe derrière cette augmentation de primes-là. Oui, c'est cette idée de mutualisation. Et toujours derrière la question de la comparaison nord-sud, c'est est-ce que la différence entre les pays d'Europe du Nord et du Sud ne dépend pas d'une part de la dimension des propriétés forestières et d'autre part du niveau d'aléa qui existe et qui serait plus faible en Scandinavie qu'en Méditerranée. Je suis pas totalement convaincu qu'il soit tellement plus faible en Scandinavie, mais ça c'est une vision qu'on peut avoir. C'est Oui, je suis plutôt aussi d'accord. c'est aussi plutôt la structure des propriétés. Au Voilà, nord, c'est ça. on a des propriétaires industriels, alors de grandes usines qui possèdent des forêts, et puis eux, ils agissent sur un autre niveau, au niveau économique. Alors, ils ont besoin des assurances, sinon ils doivent fermer les usines, quoi. Oui, oui, c'est sûr, ça s'explique. Il y a plein de différences en fait, hein. J'en ai évoqué assez peu ici, mais les risques couverts sont pas les mêmes non plus. Enfin, en Finlande, c'est clairement des risques tempêtes qui craignent, alors qu'au Portugal, en Espagne, c'est des risques incendies. Est-ce que ces deux types de risques peuvent être assurés de la même manière? Pas forcément. Des incendies, il y en a tous les étés au Portugal, en Espagne. Des tempêtes, heureusement, il n'y en a pas non plus tous les ans dans les pays nordiques. Donc, il y a plein de différences, que ce soit la structure de la propriété, que ce soit les types de risques auxquels ils sont exposés. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ces différences-là. D'accord. Une question un peu générale aussi, c'est est-ce qu'il y a une forme de consensus sur la valeur et une méthode pour quantifier et rémunérer les services écosystémiques? Est-ce que Alors, l'exemple suisse peut être ouais. généralisé à d'autres pays? Ah oui, alors oui, sur le calcul de la valeur d'assurance, il me semble que c'est Ouais. assez consensuel, cette définition de Baumgartner et Strunz. Là, elle a été réutilisée dans pas mal d'autres travaux. Donc, je pense que là, oui, il y a plutôt consensus sur cette définition-là. Et on s'apprête d'ailleurs à la réutiliser avec Marc dans un certain nombre de nos travaux. Mais est-ce qu'elle est opérationnelle d'un point de vue pratique? Est-ce qu'elle est appliquée autrement que pour la recherche? Je pense pas à l'heure actuelle. Je sais pas trop, Marc, qu'est-ce que tu en dirais là-dessus? Il me semble que non. Là, pour l'instant, c'est vraiment une définition qui est utilisée dans la Le recherche et de manière problème, c'est scientifique. qu'on on a une idée sur la valeur. Mais ça, Mm, c'est seulement une partie. La deuxième partie, mm, c'est qui finance cela, qui donne de l'argent. mm. Et ça, c'est le problème pour le moment, hein.
on a une idée sur la valeur qui est produite par les forêts en tant que système écosystémique, mais on trouve très rarement des gens qui sont vraiment, enfin des institutions qui sont prêts à payer pour cela. Ça c'est le problème le pire. D'accord. Et puis une toute dernière, peut-on encore parler d'assurance quand certains produits d'assurance, je suppose, ne proposent que de très faibles valeurs d'indemnisation à l'hectare, correspondant à des frais de nettoyage, mais certainement pas au capital bois? Je suis d'accord. Je n'ai pas de réponse. En fait, ça dépend des contrats, hein. Il y a des contrats qui sont vraiment juste pour financer du nettoyage, d'autres du reboisement, d'autres de la perte de production. Ça dépend enfin voilà, ça dépend des assureurs, ça dépend des pays. C'est très 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 varié. C'est le problème de base que Marielle a mentionné. La rentabilité est très faible, donc les gens ne sont pas prêts à payer une grande partie de ce petit revenu pour des primes. Donc alors, ce qu'ils reçoivent des assureurs, ça va pas être très élevé, hein. Très bien. Il y a encore d'autres questions, mais malheureusement, on n'a plus tout à fait le temps. Donc, merci beaucoup encore, Marielle et Marc, pour cet éclairage vraiment très intéressant sur les problématiques de l'assurance en forêt. C'est une question importante et j'ai trouvé que votre comparaison entre l'assurance naturelle et l'assurance financière était très éclairante et très intéressante, même si on n'a pas derrière une idée très claire de comment on va pouvoir changer les choses d'un point de vue opérationnel.